10%, c'est le rendement moyen annuel que perçoivent les investisseurs sur Maple, Centrifuge ou Goldfinch, les leaders du crédit privé sur la blockchain. Mais cette belle performance à deux chiffres est bien en deçà de l'efficacité du marché traditionnel. Ces trois indices de référence mesurent les performances des classes d'actifs risqués du crédit privé, les principaux rivaux des protocoles on-chain. Le delta est de plus 2,5% par an. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais les acteurs du crédit privé ne jouent pas avec les mêmes cartes que nous. Sur un prêt d'$1 milliard, ça représente 25 millions d'intérêts supplémentaires. Et comme si ça suffisait pas, le taux de défaut sur ces prêts, il est quasiment nul. On compte seulement 2% de défauts par an sur le marché privé tradi, contre 18% sur la blockchain. Un risque qui est également amplifié par la nature même de cette technologie récente et vulnérable aux failles de sécurité. En réalité, le crédit privé tokenisé offre aux investisseurs un package qui n'est pas très sexy, des rendements inférieurs pour un niveau de risque plus élevé. Pourtant, le crédit privé fait partie des 5 sous-catégories des RWA on-chain parmi les plus dynamiques. Nos 3 leaders cumulent $800 millions de capitaux actifs dans les prêts et les emprunts. Alors, quels sont les intérêts cachés qui motivent les investisseurs à adopter ce choix contre-intuitif ? Je vais creuser dans les fondations de ce sous-narratif des RWA on-chain, mais avant ça, je vous pose les bases nécessaires à la compréhension. Le crédit privé, c'est une sous-catégorie du marché privé, qu'on vient opposer au marché public, celui de la bourse. Les marchés publics sont très encadrés et accessibles à une grande variété d'acteurs, y compris les investisseurs particuliers. Les marchés privés concernent les investissements dans des entreprises ou des actifs qui ne sont pas cotés en bourse. Les titres sur ces marchés ne sont pas aussi facilement accessibles au grand public, ils sont moins réglementés et surtout, ils s'adressent aux investisseurs qualifiés. Comprenez par là les institutionnels et certains clients fortunés. À l'intérieur du marché privé, il y a la catégorie du crédit privé. C'est un mode de financement dans lequel les investisseurs privés prêtent directement de l'argent à des entreprises, souvent via des fonds d'investissement dédiés. Et comme les taux d'emprunt ils sont généralement plus élevés que ceux du crédit classique proposé par les banques, alors on peut se demander pourquoi les entreprises choisissent-elles cette solution. En fait, les conditions et la structure des prêts octroyés sont moins rigides, donc les emprunteurs trouvent des avantages concrets à emprunter plus cher via le crédit privé. Les motivations des investisseurs sont plus évidentes, ils diversifient leur portefeuille en choisissant des actifs dont le rendement est plus élevé que ceux offerts par les obligations publiques. Si le crédit privé satisfait déjà les besoins de toutes les parties impliquées, qu'est-ce que la blockchain vient faire là-dedans ? Eh bien en fait, il y a un hic, et je vous explique. Les riches particuliers, voire très riches, ceux qui se situent entre la classe moyenne et les ultra-riches, ils représentent la tranche des investisseurs particuliers qui possèdent la plus grosse force de frappe. Près de la moitié de cette population souhaite augmenter son allocation dans les classes d'actifs privés. Donc en coulisses, les gestionnaires d'actifs cherchent activement à développer leurs activités auprès de ces particuliers. Le problème, c'est que le système de crédit privé a été initialement conçu pour les institutions financières, avec des processus manuels sur mesure. Le secteur souffre également d'un manque de transparence sur les investissements sous-jacents et les performances de la société empruntrice. Donc pour que cet écosystème puisse véritablement prospérer, le modèle actuel doit évoluer vers un système numérique, moderne, qui offre une meilleure transparence et qui soit capable de soutenir efficacement les investisseurs individuels à grande échelle. Ensuite, comme c'est un milieu très fermé, les investissements ne sont pas liquides. Ils sont difficilement échangeables parce que le marché secondaire de ce genre de titres n'est pas très développé. À la base, les institutionnels dans le crédit privé, ils restent engagés dans ces prêts jusqu'à leur maturité qui dure généralement quelques années. Mais comme ces prêts sont intégrés dans des fonds de crédit privé qui regroupent entre 30 et 100 prêts, et que ces fonds-là, ils fonctionnent en continu, alors une fois qu'un prêt est remboursé, le capital est réinvesti dans de nouveaux prêts. Donc, bien que chaque prêt individuel puisse avoir une courte durée, les investisseurs dans un fonds de crédit privé s'engagent pour une période beaucoup plus longue. Les fonds investis sont donc bloqués pendant une petite décennie. C'est une durée qui est financièrement acceptable pour ceux qui gèrent des centaines de millions ou de milliards de dollars, mais ce n'est clairement pas un véhicule d'investissement adapté pour un particulier, même s'il est riche et que son portefeuille est diversifié. Car si les cours de la bourse chutent, ils sont moins enclins à gérer ce qu'on appelle l'effet dénominateur. L'effet dénominateur se produit lorsque la valeur des actifs plus liquides baisse et augmente mécaniquement la proportion des actifs illiquides, comme les crédits privés, dans un portefeuille d'un investisseur. Ça crée un déséquilibre qui peut être dangereux pour le capital total et qui incite les investisseurs à chercher à vendre ces actifs illiquides. Ce genre de rapport entre le poids du marché privé et le portefeuille global, il est généralement inscrit dans la politique financière des investisseurs institutionnels comme les fonds de pension ou les compagnies d'assurance. Pour répondre aux besoins de liquidité de ces nouveaux investisseurs et des gros acteurs déjà en place, il est nécessaire que l'écosystème de la dette privée crée un marché secondaire beaucoup plus fourni et beaucoup plus efficace que ce qui existe aujourd'hui, comme celui de la bourse par exemple.
Jusqu'ici, nous n'avons toujours pas abordé la blockchain, car l'étude des RWA on-chain, ça passe nécessairement par l'étude du marché traditionnel, et ça demande un gros travail de recherche et de compréhension. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ce domaine. Si vous estimez que cette vidéo vous apporte de la valeur, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Ça aide à mettre en avant la vidéo et c'est une façon simple de soutenir gratuitement mon travail. Le marché secondaire du crédit privé possède un deuxième avantage. Après ça, promis, on passe à la blockchain. L'achat de titres sur le marché secondaire permet d'atténuer l'effet de la J-curve, un concept clé pour comprendre les cycles de rendement des investissements privés à long terme. La courbe en J est souvent observée dans les investissements en private equity ou en fonds de crédit privé. Elle représente l'évolution des rendements au fil du temps, commençant par une période de faible rendement, voire négatif, en raison des frais initiaux et du temps nécessaire pour que les flux de trésorerie commencent à arriver. À mesure que les entreprises remboursent leurs prêts avec intérêt, les rendements deviennent progressivement positifs. Ce qui est intéressant, c'est que l'effet est beaucoup moins prononcé sur le marché secondaire. Les portefeuilles achetés dans ce cadre sont totalement ou partiellement investis, ce qui signifie que les actifs génèrent déjà des revenus. Contrairement aux investissements primaires où il faut attendre que les flux de trésorerie se stabilisent, les transactions secondaires permettent aux investisseurs de percevoir des rendements plus rapidement. D'un point de vue macro, on observe ces dernières années que les fonds de crédit privés ont connu une croissance spectaculaire. La quantité d'actifs sous gestion des fonds de crédit privés a atteint les 1500 milliards de dollars. Parallèlement, les investisseurs confrontés à l'effet dénominateur sont toujours en quête de liquidité dans leur portefeuille. En 2023, 20% d'entre eux prévoyaient d'échanger leurs titres sur le marché secondaire. Cette combinaison de facteurs a stimulé la croissance rapide des marchés secondaires du crédit, avec un volume de transactions atteignant 17 milliards de dollars en 2022, soit plus de 30 fois le montant observé une décennie plus tôt. À mesure que le marché secondaire mûrit, l'industrie tout entière se tourne de plus en plus vers les crédits secondaires pour répondre aux besoins de liquidité. D'après moi, la blockchain représente la solution naturelle à ce besoin de liquidité. C'est juste une suite logique de l'expansion du marché secondaire du crédit privé. Et ça explique pourquoi les investisseurs ne viennent pas sur la blockchain pour les taux d'intérêt. Ils viennent avant tout pour récupérer la liquidité grâce à la composabilité offerte par la DeFi. C'est le fait de pouvoir emprunter des fonds via un protocole, les utiliser dans un autre pour obtenir un rendement, et puis les déplacer facilement vers d'autres protocoles pour d'autres types d'opérations, tout ça sans quitter l'écosystème décentralisé. C'est comme si je faisais mes petites courses à la ferme et que je troque mes euros contre du lait, des œufs et des pommes de terre, parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre à disposition. Et puis un samedi matin un peu étrange, je pousse la porte de la ferme et je me retrouve en plein salon de l'agriculture avec des sandwichs au pâté, du vin, du fromage, des spécialités régionales. Et en plus de ça, je me rends compte que ce marché-là, il est ouvert H24 7 sur 7 et que les prix sont moins chers. D'ailleurs, si vous voulez un exemple concret de l'économie des frais sur la blockchain, regardez cette vidéo et le passage sur la titrisation on-chain avec Centrifuge. D'après moi, la catégorie du crédit privé sur la blockchain, c'est un no-brainer. En regardant vers l'avenir, des études statistiques estiment qu'en 2026, la croissance continue du marché primaire du crédit privé pourrait porter le marché total adressable du crédit secondaire à 5 400 milliards de dollars. Et je pense que la blockchain est très bien positionnée pour capter une partie de ces capitaux. Maintenant, d'un point de vue plus micro, comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations pour trouver les meilleurs projets RWA actuels ou à venir, ou en tout cas ceux qui ont le potentiel d'attirer à eux des capitaux sur la blockchain? On peut commencer par observer les taux d'intérêt associés aux différents pools de prêts tokenisés ainsi que leurs taux de défaut. Pour avoir ces données, soit vous faites les calculs vous-même en prenant tous les pools sur chacun des sites, ou alors vous allez voir ce site qui est RWAXYZ et qui répertorie tous ces éléments pour vous. Par contre, le site n'est pas assez souvent mis à jour à mon goût et le nombre de projets étudiés est vraiment limité. Ça reste tout de même pratique pour les gros players de la catégorie. Ensuite, je vous invite à comparer les taux d'intérêt des projets entre eux et avec ces trois indices. Et pour le taux de défaut, c'est plutôt celui-là. Concrètement, un projet crypto qui offre des taux similaires ou meilleurs que ceux de la finance traditionnelle, ça peut être un argument pour que les capitaux migrent dessus. A l'inverse, un fort taux de défaut peut faire fuir les investisseurs. Et petite précision, un actif en défaut ne signifie pas pour autant une perte, parce qu'il peut y avoir des retards, des renégociations, des délais, et dans le pire des cas, des procédures de recouvrement engagées devant les tribunaux qui, dans le meilleur des cas, aboutiront à un remboursement ou un dédommagement. Dans le marché traditionnel, ces deux éléments, les défauts et les pertes, ils sont bien distincts. Comme vous le voyez, il y a un rapport de 40% entre les deux états, c'est le taux de recouvrement. Donc quand je disais 18% de défauts on-chain en début de vidéo, on peut estimer à la louche 10% de pertes en se basant sur ce ratio. La TVL, c'est l'argument le plus concret que nous pouvons utiliser parce que ça montre l'adoption actuelle du protocole par les investisseurs et notamment les investisseurs institutionnels. Ce qu'on veut observer, c'est une évolution à la hausse au fur et à mesure du temps. Soyez vigilants sur la qualité de la team, est-ce qu'elle a une expérience solide dans le crédit?
Et puis soyez attentifs aux compétences de l'intermédiaire qui réalise les due diligence. Chaque protocole a son intermédiaire, ça peut être la team du projet elle-même, ou des gestionnaires d'actifs, des spécialistes de crédit, mais assurez-vous qu'ils aient de l'expérience dans le domaine. Parce qu'une équipe compétente dans l'octroi de crédit, ça permet de minimiser ce qu'on appelle la sélection adverse, et donc le risque de défaut. La sélection adverse, c'est une théorie ou un concept qu'on associe à la DeFi, parce qu'on estime que les mauvais acteurs sont le plus susceptibles d'être sur la blockchain, parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir un prêt de façon traditionnelle. Du coup, il pourrait y avoir davantage de mauvais emprunteurs que de bons. Au final, les participants les plus risqués ou défavorables sont sélectionnés de manière disproportionnée, car le risque n'est pas correctement évalué par l'autre partie. C'est pour ça que moins il y a de collatéral, donc de garantie sur un prêt, et plus il faut être vigilant et conscient des risques de défaut. Et même pour aller plus loin, le rôle d'un investisseur en crédit privé consiste principalement à surveiller les risques. La blockchain peut clairement faciliter certaines tâches des professionnels de crédit, comme notamment le suivi des flux de trésorerie. Mais elle n'est pas conçue nativement pour suivre les données externes, comme la santé financière de l'emprunteur, la valeur des garanties, etc. Donc, bien que les transactions de crédit privé tokenisé offrent une plus grande transparence sur le suivi des flux financiers, elles n'apportent pas d'avantages significatifs par rapport au crédit privé traditionnel en ce qui concerne l'évaluation des risques extérieurs. En extrapolant, plus un protocole connaît de pools en défaut, moins il y aura d'investisseurs intéressés pour y participer, plus la TVL baissera et d'après moi, moins le token connaîtra de succès et par extension, moins il ne performera. On l'a vu, les gestionnaires d'actifs recherchent la liquidité, c'est-à-dire de ne pas être bloqués après avoir prêté leur argent. Ils ne veulent pas recevoir juste un LP token isolé et inutile ailleurs que sur la plateforme pour recevoir des intérêts. Ce LP token doit être utilisable, échangeable, prêtable contre rendement ou liquidité supplémentaire. Je vous invite donc à suivre avec une grande attention tous les projets RWA qui recherchent à intégrer leur LP token dans la DeFi ou les projets DeFi qui cherchent à intégrer les LP RWA dans leur protocole. Je peux vous citer par exemple le récent partenariat avec Centrifuge et Morpho, ou un second exemple, ça peut être les produits de Hondo qui, grâce à leur composabilité, ont permis à ce protocole Web3 de se démarquer des fonds on-chain de BlackRock et Franklin Templeton. Vous pouvez aussi regarder tout ce qui concerne les protocoles d'interopérabilité institutionnelle comme Axela. La blockchain, elle offre des opportunités d'investissement qui n'étaient pas accessibles auparavant ou beaucoup moins, notamment dans les pays émergents. Les marchés financiers dans ces régions sont moins développés, ce qui laisse de nombreuses petites et moyennes entreprises sans accès aux banques traditionnelles ou au marché des capitaux. Et ça se voit dans cette représentation géographique des emprunteurs finaux réalisée par RWAXYZ, l'Afrique et l'Inde dominent. Je pense que ça explique en partie le succès de Goldfinch et de son token par rapport à ses concurrents. Sinon, d'autres juridictions de niche en dehors de l'Afrique, ça peut être l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine. Les partenariats sont importants dans tous les narratifs, mais particulièrement dans les RWA. Pourquoi ? Parce que ce sont les institutions qui vont intégrer, réenregistrer les actifs sur la blockchain. Donc sans partenariat, pas d'actifs. Partez du principe que ce sont les institutions connues qui vont intégrer les actifs de plus haute qualité sur la blockchain, grâce notamment à leurs expertises de crédit et leur expérience sur le marché. Et puis les non connus, ça donne confiance aux investisseurs, ils sont plus enclins à déposer leur argent chez BlackRock que dans un fonds lambda. Et quand un géant s'installe dans un protocole Web3, ça permet même de spéculer sur l'intégration future de nouveaux partenaires de renom sur le protocole. RWA on-chain rime avec réglementation, donc restez à l'affût d'un changement qui pourrait être soit positif, soit négatif pour l'évolution du protocole dans lequel vous avez investi ou tout simplement vous avez l'intention d'investir. Les 7 éléments que nous venons d'aborder sont spécifiques à l'analyse fonda d'un projet de crédit privé et vous pouvez maintenant les ajouter à tous les autres éléments qui composent l'analyse fonda d'un projet crypto en général, donc les tokenomics, la proposition de valeur, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne sais pas encore si je continue les vidéos sur les RWA. Par exemple, avec les Layer 1 spécialisés, ça peut vraiment être un sujet intéressant. Ou alors si je reviens un petit peu sur l'IA, voilà, je verrai bien. En tout cas, pour davantage de contenu, je partage des infos inédites sur mon compte X et sur le Discord de Decrypted, comme ce rapport d'une dizaine de pages sur les prochaines vagues de projets RWA. À bientôt.